Alors, bienvenue à la webinaire Comprendre et interpréter les causes de défaillance d'un roulement. Je suis Guillaume Vu, ingénieur d'application chez SKF. À ce titre, je suis référent technique pour de nombreux contrats de fiabilisation, donc souvent confronté à l'analyse de roulements défaillants pour aider nos clients à améliorer la fiabilisation de leurs équipements. Alors aujourd'hui, on vous propose l'agenda suivant. Dans un premier temps, un rappel sur l'intérêt de faire une analyse de roulement, en quoi l'exploitation des traces caractéristiques visibles sur un roulement défaillant peut aider notre réflexion sur des voies d'amélioration et de fiabilisation de machines. Dans un deuxième temps, on abordera les méthodes utilisées pour justement détecter et interpréter ces causes de défaillance. Et dans un troisième temps, vraiment l'offre SKF, comment s'articule justement notre savoir-faire et ses méthodes auprès des clients pour concrètement apporter notre support. Alors quel est l'intérêt de faire une analyse de roulement? Je vous propose de regarder les chiffres suivants. On estime que 10 milliards de roulements sont fabriqués par an. Et sur ces 10 milliards, 50 millions sont remplacés à cause d'une défaillance. Alors d'où vient ce chiffre? Comment on explique cela? C'est l'interprétation des deux graphiques ci-dessous. Finalement, sur ces 10 milliards de roulements, 90% sont correctement dimensionnés, puisqu'ils dépassent leur durée de vie dépasse la durée de l'équipement. Et donc 10 sont remplacés sur la machine, 9,5% remplacés préventivement et 0,5% remplacés à cause d'une défaillance. Donc si on zoome sur ces 0,5%, c'est le graphique de droite, quelles sont les causes des défaillances de roulement, les défaillances prématurées de roulement? Donc finalement, on a un tiers, donc 33%, qui sont défaillants à cause de la fatigue. Donc ça, c'est le mode de défaillance pour lequel on calcule la durée de vie L10. Ensuite, 33% liés à des problèmes de lubrification, 17% liés à des problèmes de pollution et 17% pour d'autres raisons. Donc d'autres raisons, c'est un mauvais montage, un problème d'alignement, un choc à l'arrêt, des vibrations à l'arrêt. Donc finalement, c'est très intéressant de regarder qu'on a une grosse partie des défaillances prématurées liées aux aspects lubrification et aux aspects pollution, puisque c'est finalement aussi deux autres plateformes de compétences sur lesquelles SKF s'est concentré. Donc on a acquis des compétences en lubrification, donc en lubrifiant et en système de lubrification. Et la pollution, c'est vraiment la protection du palier. Donc c'est vraiment lié à toutes les problématiques d'étanchéité. Donc là-dessus aussi, SKF a des produits à mettre vis-à-vis de ces problématiques. Donc finalement, on verra par la suite que dans notre démarche de fiabilisation, on sait identifier la cause et aussi proposer euh, des solutions produits pour fiabiliser les machines. Donc, un petit quiz pour continuer. Donc, surtout, dites-nous quel est le coût d'arrêt de vos machines à l'heure. Donc, vous avez plusieurs réponses. Soit c'est inférieur à 2 000 € à l'heure, entre 2 000 et 10 000 €, ou également entre supérieur à 10 000 €. Donc, surtout, dites-nous donc, quel est le coût à l'heure de vos arrêts machines. Donc, vous êtes nombreux entre 2 000 et 10 000 €. Donc, en deçà de 2 000 €, vous n'êtes pas si nombreux que ça. Ah, finalement, bon, je pense que Guillaume, je pense que ça ne sera pas plus de 10 000 € à l'heure, mais en tout cas, c'est fortement entre 2 000 et 10 000 €. D'accord, donc c'est une bonne information. Ça montre que, on va dire, le coût d'arrêt d'une machine peut avoir un impact financier significatif. Donc quand on a une défaillance de machine, il faut approvisionner la pièce, procéder à l'opération de maintenance. Donc justement, l'analyse de roulement, ça trouve sa justification directement dans cette petite exercice d'analyse justement de coût d'arrêt machine.
puisque on est capable à travers l'analyse de roulement de fiabiliser les équipements. Pourquoi? Parce que on est capable de détecter les causes des défaillances récurrentes. Est-ce que c'est lié à des mauvaises conditions d'utilisation, des mauvaises habitudes de maintenance? Par exemple, on n'utilise pas la bonne graisse, pas assez souvent, le roulement est mal protégé. Ça peut être aussi lié à une évolution de l'utilisation de la machine. On a beaucoup de clients qui exploitent des machines dont les conditions d'utilisation évoluent parce que les demandes de production ont évolué, donc des machines qui vont tourner plus vite, qui vont voir plus de charges. Et peut-être que justement le guidage en rotation, le dimensionnement du roulement n'est plus adapté. Donc voilà, tous ces modes de défaillance pourront être visibles à travers l'analyse de roulement. Pour un concepteur de machine, donc on va dire un constructeur, l'analyse de roulement, c'est aussi intéressant. Pourquoi? Ça permet de valider une nouvelle conception. Donc souvent, après une campagne d'essai sur une nouvelle machine, il peut être intéressant de procéder à une analyse de roulement euh, pour être, on va dire, se réconforter, se dire, bah, tiens, ça a bien fonctionné tel que je l'avais prévu, ou ah bah non, malgré les étanchéités que j'avais prévues, il y a quand même de la pollution qui est rentrée. Donc voilà, on a les demandes des deux types de clients, utilisateurs pour l'aspect fiabilisation et concepteurs de machines pour valider la robustesse d'une solution choisie. Et en termes de bénéfices, bah, on l'a déjà évoqué, c'est vraiment un aspect fiabilisation, donc éviter les pertes de production, limiter les coûts de maintenance. Donc voilà, créer des solutions robustes en termes de guidage en rotation. Alors les méthodes utilisées, quelles sont-elles? Est-ce qu'elles sont compliquées ou pas? Bah, déjà, on a tout ce qui est les constatations de premier niveau, qui vont uniquement se baser sur l'inspection visuelle des pièces. Alors souvent, on parle d'expertise de roulement. Nous, on préfère appeler ça analyse visuelle, euh, puisque au final, on se rend compte que chacun à notre niveau, si on a, on va dire, l'œil un peu exercé, on est capable d'imaginer le mode de défaillance. D'ailleurs, à ce sujet-là, petit sondage, un second sondage, est-ce que à chaque démontage d'un roulement, est-ce que vous regardez l'état de celui-ci? Donc répondez non, oui ou non. Éventuellement, si vous avez quelques remarques, quelques constatations, n'hésitez pas à nous le dire également dans le chat. Soit on y répondra tout de suite, soit juste après la présentation. Donc, quand même, vous êtes assez nombreux à quand même regarder l'état de celui-ci. Donc, effectivement, oui. Donc, je pense, Guillaume, il regarde tous. Je pense que c'est quelque chose de bien, non? Bah, c'est une très bonne chose, effectivement, de profiter, on va dire, d'une opération de maintenance pour avoir des pièces sous la main et avoir la curiosité de regarder, bah, est-ce que il présente un état particulier qui me donne des infos sur son mode de fonctionnement et est-ce qu'il n'y aura pas des pistes à creuser? Et c'est exactement ça qu'on fait en termes de constatation de premier niveau, c'est une analyse visuelle des surfaces. Alors en termes de classification, on se base sur une norme ISO qui s'appelle 15243, qui est une espèce de glossaire, on va dire, qui associe des termes très précis de mécanismes de défaillance avec des photographies pour avoir une terminologie commune et pouvoir bien se comprendre entre nous. Donc initialement, c'est une norme qui est très utilisée dans tout ce qui est, on va dire, expertise judiciaire et qui fait intervenir les compagnies d'assurance pour bien caractériser les défauts. Mais donc, on a tout un tas de termes très précis. On va parler de fatigue, d'usure abrasive, de faux effets Brinell. Ça peut être dû à l'entrée de pollution, de la corrosion, du passage de courant, de la surcharge. Donc voilà, tout ça, c'est bien décrit dans les documentations de la norme ISO. SKF a aussi produit des documentations basées sur cette norme. D'ailleurs, on vous les fera parvenir par mail puisqu'on a vos adresses mail suite à votre inscription de ce petit poster qui permet déjà d'avoir quelques idées en tête de traces caractéristiques liées à des défaillances.
Alors comment ça peut être utilisé? Déjà dans le cadre de la présence d'un défaut visuel, on est capable de travailler très efficacement avec le client rien qu'à travers des photos. Le client a une défaillance, il a son contact technique habituel chez SKF. Bah, dans le cas d'une maintenance, là typiquement, la photo qu'on a à l'écran, c'est une inspection sur un ventilateur. Donc le client a juste démonté le chapeau supérieur de son palier à semelle. Il a pris la photo, il nous l'a envoyée. Et on est capable de lui dire très facilement, sans travail particulier, qu'il y a une dégradation rapide de la graisse. Ça se voit, on voit dans la rainure de lubrification la graisse, on va dire couleur marron, qui est fraîche, et la graisse au sein du roulement, qui a été travaillée, sollicitée par la vitesse de rotation, par la température, qui est très dégradée avec un aspect sombre. Donc, même si on n'a pas encore pointé le mode de défaillance du roulement, on sait à travers rien que cette constatation terrain que l'aspect qualité de la lubrification, que ce soit le type de graisse ou peut-être les appoints, la relubrification, ça sera des pistes à travailler. Donc, ça donne déjà des informations et le recueil d'informations complémentaires sur le mode de fonctionnement du roulement nous aidera à finaliser notre conseil technique. Autre cas de défaut évident, un roulement à rouleau cylindrique sur un moteur électrique. Donc si on avait le poster que je vous montrais précédemment, les passages de courant, donc le fait qu'il y ait une mauvaise isolation des paliers, ça laisse ce genre de traces très caractéristiques, un aspect cannelé des pistes. Donc là, bon alors là, il y a un travail de démontage du roulement et de nettoyage des pistes pour pour pas avoir la graisse qui gêne. Mais juste ce petit travail nous permet d'avoir accès à ces traces de passage de courant. Et on sait qu'on va devoir travailler sur l'isolation des paliers, mettre un roulement isolé ou un roulement hybride pour fiabiliser l'équipement. Donc voilà, un défaut visuel peut donner facilement des pistes de fiabilisation de machines. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant, si vous avez des casses récurrentes, d'avoir la curiosité de regarder l'état de vos roulements, prendre des photos les meilleures possibles et les transmettre à SKF pour un avis. Alors un cas concret, on va dire peut-être un peu plus complexe, mais on a réussi à le traiter efficacement par mail. Ça concerne un arbre intermédiaire de réducteur, donc avec un aspect très dégradé des rouleaux, beaucoup d'écaillage, une dégradation de la bague extérieure. On voit aussi une fissuration de la bague extérieure. Donc on a dialogué avec le client, on lui a demandé de faire des photos de certaines traces caractéristiques, notamment les traces de fonctionnement sur la piste de la bague extérieure. Il a fait ça très proprement avec un réglé histoire de mesurer l'épaisseur des pistes. Nous, comme on connaît la géométrie du roulement, on a été capable d'interpréter que la différence de largeur de ces pistes traduisait un défaut de désalignement excessif. Donc en fait, concrètement, on a une rangée de rouleaux qui avait tendance à fonctionner un peu en dehors de sa piste de bague extérieure, ce qui a eu tendance à faire des surcontraintes sur les rouleaux et écrouter le bord de la bague extérieure qui a produit de la particule solide et ça a entraîné les écaillages et la dégradation du roulement. Donc voilà, avec de bonnes photos, un bon dialogue avec le client, on est capable d'imaginer un scénario de défaillance et donc dans le cas précis, là, l'aspect des alignements excessifs, voilà, il y avait des choses sur la tolérance géométrique à vérifier chez le client, mais on était capable d'imaginer une cause racine d'un scénario de défaillance. Alors la difficulté, c'est que tout se passe pas forcément aussi facilement, puisque quand le roulement commence à avoir une défaillance, il y a aussi beaucoup de défauts secondaires qui vont apparaître. Donc la dégradation de piste va produire de la particule solide qui va se faire laminer, qui va avoir tendance à effacer la cause racine.
Donc typiquement, un autre cas concret qu'on a pu analyser, ça concerne des roulements présents sur un cylindre aspirant de machine à papier. On reçoit ce genre de photos des fois de la part de clients avec des roulements très dégradés. Donc là, on reconnaît une bague intérieure de roulement rotule sur rouleau qui est fracturée en plusieurs parties. Une bague extérieure, pareil, avec beaucoup de fissuration de surface, des indentations. Donc dans l'état, juste sur la base de ces simples photos, il est impossible de décrire le mode de défaillance. Est-ce que c'est lié à l'entrée de pollution solide? Est-ce que c'est lié à de la surcharge? Est-ce que c'est lié à de l'entrée de pollution liquide, une charge axiale extérieure? On voit une rangée plus dégradée que l'autre. Voilà, c'est pas suffisant pour pouvoir analyser les choses parce que là, le roulement vraiment est trop dégradé. On n'est pas en présence d'un défaut évident. Donc, on peut quand même travailler par mail et à distance avec une connaissance approfondie de l'application. Donc, en l'occurrence, c'est un cylindre aspirant sur une machine à papier. Le client a pu nous transmettre d'autres photos, d'autres composants, donc notamment des rouleaux et de la graisse au moment du démontage. Donc on a repéré de la corrosion humide sur les rouleaux, on a repéré de l'eau dans la graisse, et connaissant aussi l'application, on sait que c'est une application qui voit beaucoup de pollution liquide, puisque justement son rôle c'est d'aspirer l'eau de la feuille à papier. Et donc la fiabilité des roulements va beaucoup reposer sur la qualité de l'étanchéité et sur la fréquence de lubrification, puisque l'ajout de graisse régulière va avoir tendance à chasser la pollution hors du roulement. Donc, dans le cadre de cette défaillance, les choses sont un peu moins sûres, puisque vraiment le roulement est très dégradé. Mais néanmoins, on va dire la bonne connaissance de l'application, puisqu'on travaille aussi avec des constructeurs de machines, donc on sait que ces roulements sont en général très correctement dimensionnés, et c'est beaucoup la qualité de l'étanchéité qui va jouer. On est capable de donner des conseils au client pour l'aiguiller sur sa fiabilisation, avec l'ajout d'une chicane additionnelle, de revoir ses appoints de graisse, donc mettre de la graisse plus souvent et en plus grande quantité pour bien chasser la pollution hors du roulement. Donc voilà, on va dire des fois les pièces ne sont pas suffisantes, il faut des informations complémentaires sur l'application pour pouvoir imaginer un scénario de défaillance. Alors si on veut formaliser les choses et aller plus loin dans les analyses, il est possible de faire appel aux compétences d'SKF dans le cadre on va dire, d'expertise laboratoire. Alors ça se passe chez nous au laboratoire de Saint-Cyr-sur-Loire, donc qui est au sein de notre usine de roulement rigide à billes à côté de Tours. Donc il s'agit d'un laboratoire qui déjà couvre beaucoup nos besoins internes, puisque nous, en tant que concepteurs et fabricants de roulements, on fait aussi beaucoup d'essais d'endurance qui nécessitent de faire des analyses de pièces pour voir la performance des roulements et l'impact de notre conception sur la durée des roulements. Donc, les gens du laboratoire travaillent déjà beaucoup en interne pour faire de la performance produit, donc des prototypes développés chez nous. Leurs compétences sont aussi disponibles du coup pour les clients, pour les analyses de pièces venues de l'extérieur. Donc les compétences, c'est l'analyse chimique et métallurgique des pièces. Donc il y a déjà un gros travail qui est fait chez eux pour tout ce qui est préparation des pièces, donc désassemblages, nettoyage des pièces. Donc ça peut demander un peu de temps, puisque effectivement certains roulements ne sont pas démontables, il est nécessaire de couper des bagues. Pareil, on a vu des roulements avec beaucoup de graisse, donc il faut les nettoyer pour avoir accès aux surfaces. Et puis ensuite, les examens opérés sont l'analyse visuelle de pièces, donc comme on a vu en constatation de premier niveau, sauf que là on va un peu plus loin que juste utiliser l'œil humain. On va utiliser notamment des microscopes à balayage électronique, l'analyse de lubrifiant et d'autres analyses complémentaires qu'on verra par la suite. Donc l'analyse visuelle, pourquoi c'est des fois nécessaire de passer par des compétences laboratoires? C'est parce que des fois les défauts ne sont pas visibles à l'œil nu.
Là, on a le cas d'un roulement à rouleau cylindrique dans un moteur électrique qui présente cet aspect général-là. Bon, on voit une petite décoloration du rouleau. Peut-être c'est un peu chauffé, mais on ne peut pas en dire beaucoup plus. Et en fait, l'utilisation du microscope nous a permis de mettre en évidence des zones de fusion qui sont caractéristiques d'un passage de courant. Donc, dans ce cas précis, eh ben, on était obligé de faire agrandissement x3000 pour voir les cratères dans lesquels, les cratères caractéristiques d'une érosion électrique. Donc là, dans ce cas-là, on n'a pas eu les belles cannelures comme on a vu au début, on a eu que des petites zones de fusion qui sont caractéristiques aussi d'un passage de courant. Alors en termes d'analyse de lubrifiant, on est capable de faire déjà du comptage de particules, donc ça permet de caractériser la performance d'une étanchéité. On est aussi capable d'identifier la nature de ces particules. Est-ce que ce sont des particules métalliques qui peuvent être issues du roulement, issues de la machine, ou est-ce que c'est de la pollution extérieure? Pareil, on est capable de caractériser la performance des lubrifiants, voir s'ils ont gardé leurs propriétés physico-chimiques dans le temps, en évaluant la viscosité de l'huile, la consistance de la graisse. Donc voilà, l'aspect étude de la graisse peut donner aussi une indication sur est-ce que la graisse était encore en bon état ou pas. Et en termes d'analyse complémentaire, ça va beaucoup se concentrer sur la microstructure et l'analyse de dureté. Là, on a le cas d'un roulement sur un réducteur en papeterie qui a une défaillance très, très rapide. Donc c'était un roulement exotique, de marque exotique. Et en fait, la mesure de dureté a mis en évidence une dureté très très faible de 27 HRC, là où la norme demande 58 HRC, et une microstructure, avec absence de martensite ou de bénite, qui sont les structures attendues après des trempes classiques, donc les procédés de traitement thermique usuels chez les fabricants de roulement. Donc là, on a vraiment mis en évidence, la mauvaise qualité du roulement, et donc c'est vraiment ça qui était la cause racine de la défaillance. Si on regarde l'aspect de la bague intérieure, on voit l'empreinte des rouleaux, on va dire la faible dureté des pistes, fait que les rouleaux sont carrément enfoncés dans la piste de la bague intérieure. Alors concrètement, comment on procède pour passer par ce type de prestation SKF? Donc on vous a mis un peu toutes les étapes chez nous. Alors ça passe déjà passer par votre contact SKF habituel qui vous donnera les coordonnées. Donc les coordonnées, on les rappelle ici, mais on vous les donnera de toute manière par mail suite à ce webinaire. Donc une adresse unique, c'est service.france@skf.com ou par téléphone. Donc 01 32 68 68. Donc ça, c'est notre service de coordination de prestation de service qui va recueillir votre besoin. Donc vous lui adressez un mail en disant voilà, j'aimerais faire une analyse visuelle chez vous, pouvez-vous me donner la procédure? Là, il s'ensuit, il va vous envoyer une fiche de renseignement à remplir. Donc ça, c'est très important pour nous, ça permet de recueillir vraiment le contexte. On a vu que des fois, juste la pièce, ça ne suffisait pas à faire un diagnostic et des conseils de fiabilisation viables pour vous. Donc c'est vraiment important pour nous de savoir les références de roulement utilisées, les conditions de fonctionnement, donc le maximum d'informations que vous avez en votre possession, vitesse de rotation, température de fonctionnement, quel est le type d'équipement, de quel type d'équipement on parle, puisque nous, on a aussi notre connaissance sur le comportement des applications. Donc une fois que cette fiche est remplie, vous la retransmettez à votre contact SKF, et ensuite, une personne du service technique prendra contact avec vous et validera avec vous la faisabilité de l'analyse, puisque ça ne sert à rien d'envoyer des pièces si l'analyse des roulements n'est pas faisable, c'est-à-dire si les roulements sont trop dégradés ou si on n'a aucune information, on ne saura pas tirer des choses intéressantes de cet exercice d'analyse de pièces. Donc une fois que la faisabilité a bien été validée par SKF,
Vous pouvez procéder à l'envoi des pièces à l'usine de Saint-Cyr, donc on vous transmettra l'adresse. Ensuite est bâti un devis définitif. Donc on a, dès la prise de contact, on pourra vous transmettre des budgets enveloppes pour ce type de prestations. Mais pourquoi on parle de devis définitif? Parce que dépendant de l'état de la pièce et ce qui a besoin d'être réalisé, il peut avoir, comme vous avez vu, des analyses complémentaires qui prennent plus de temps et qui font augmenter le tarif. Et une fois que ça c'est, on va dire, accepté par le client, par vous, on procède à l'analyse avec en finalité un rapport envoyé, donc nos constatations visuelles, les commentaires associés, un scénario de défense et surtout ce qui est très important, c'est des recommandations d'amélioration. Puisque justement, nous, on ne va pas que se contenter de vous dire, voilà, j'ai vu de la fatigue en sous-couche due à une contrainte de compression de tant de mégapascal. Ça, c'est des faits factuels, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est vraiment fiabiliser vos équipements. Donc, le paragraphe recommandation, c'est quelque chose qui sera présent dans les rapports d'analyse SKF. Donc, juste quelques bonnes pratiques pour procéder à la dépose des pièces. Alors, des fois, on a beaucoup de roulements qui sont concernés par cette démarche d'analyse. Donc, bien repérer en marquant sur les roulements où est-ce qu'ils étaient situés dans la machine. Utiliser, on va dire, les bonnes pratiques pour le démontage, puisque il ne faut pas que l'opération de démontage ait masqué les traces qu'on souhaite analyser. Là, typiquement, je vous ai mis une photo où on voit un point chaud sur la bague intérieure. C'est que ce roulement a été démonté au chalumeau. Donc, si vous faites ce genre d'opération, on va dire le coup de chalumeau, il faut le mettre dans la zone qui ne nous intéresse pas, quoi. Typiquement, donc là-dessus, faut faire ça de façon la plus intelligente possible. Et pareil, pour prélever le lubrifiant, utiliser des contenants étanches pour qu'on puisse avoir des choses le plus exploitables possible. Donc voilà, mais de toute manière, on va dire avec la fiche de renseignement, toutes ces bonnes pratiques seront rappelées pour vous aider à procéder à la bonne dépose des pièces. Et je vais finir ce webinaire sur l'intérêt d'analyser les roulements en faisant une petite ouverture sur le suivi vibratoire des machines. C'est une autre compétence qu'on a chez SKF et qui est utilisée par beaucoup de clients, c'est utiliser l'analyse vibratoire pour éviter la casse des machines. Alors pourquoi c'est intéressant? Puisque ça permet déjà d'éviter les défaillances catastrophiques, donc qui, au-delà de dégrader le roulement, va dégrader plus de composants adjacents. Ça peut détruire une portée d'arbre, détruire des logements. Mais c'est aussi intéressant puisque quand on détecte très tôt le début de la défaillance du fait de l'analyse vibratoire, on va faire un démontage assez préventif et donc avoir des pièces très exploitables d'un point de vue analyse de roulement. Alors que si la défaillance a été catastrophique, l'état de la pièce sera beaucoup moins exploitable. Donc c'est pour ça que dans notre démarche de fiabilisation, c'est souvent associé avec du suivi vibratoire. C'est-à-dire que souvent le client a du suivi vibratoire sur sa machine. Ça lui a permis de détecter les mauvais acteurs dans son usine. Et c'est sur ces machines-là qu'on se concentre pour faire des analyses de pièces, pour justement pouvoir faire des recommandations d'amélioration et de fiabilisation. Donc voilà, c'en est tout pour la présentation. On va passer à une séance de questions-réponses. Donc on a déjà reçu beaucoup de questions via le chat. Ce que j'avais dit au début, donc le calcul L10, donc c'est on va dire le calcul qu'on voit un peu tous à l'école d'un point de vue dimensionnement de roulement, ça prend en compte que la fatigue de la matière due à une contrainte en sous-couche. Donc c'est-à-dire que c'est déjà un mode de défaillance qui considère qu'on a une très bonne lubrification et une très bonne étanchéité. Donc c'est un calcul qui est purement dimensionnement mécanique des composants. Donc c'est pour ça que c'est pas parce que ce calcul-là donne une très bonne durée de vie que l'application est fiable. Si j'obtiens 100 000 heures avec ce calcul-là, qui prend en compte que
les charges extérieures et la vitesse de rotation. Ça se trouve, mon roulement, lui, il va durer que quelques heures. Pourquoi ? Parce que y a de l'eau qui rentre, ou il n'y a pas de graisse, ou il y a de la pollution à proximité du palier, quoi. Donc c'est pour ça que nous, en tant que fabricant de roulement, on propose aussi les compétences de système de lubrification, type de graisse et étanchéité. Les barrettes de cage. Donc effectivement, on n'est pas censé créer de la particule solide. On va dire, c'est pas quelque chose qui est pris en compte dans le calcul. Par contre, on a des méthodes de calcul qui sont dites durée de vie modifiée, donc qui sont présents dans la dernière norme de calcul des roulements qui date de 2007, qui prend en compte la propreté du roulement. Donc ça peut être, on va dire, notamment les pollutions extérieures. Alors il y a des abacs qui existent là-dessus. Dans nos outils en ligne, on propose de choisir un niveau de propreté du roulement qui peut être basé soit sur on va dire un glossaire assez à estimer par soi-même. On va parler de pollution typique, pollution marginale, extrême propreté. Donc ça, c'est à vous d'estimer en fonction de votre expérience, ou plus mathématique, basé sur des niveaux de filtration, des indices de filtre qui vont permettre de caractériser le niveau de propreté du roulement. Donc voilà, le roulement en lui-même, il n'est pas censé émettre de la particule. Par contre, effectivement, on est bien conscient que dans une application industrielle, on n'est pas forcément hyper propre. Donc les dernières méthodes de calcul qui sont donc normalisées permettent de prendre en compte la présence de ces particules pour le calcul du roulement. Toutes les marques de roulement, donc effectivement, on avait déjà vu notre fameux roulement exotique, on l'a pris en compte. Il n'y a aucun problème à analyser toutes les marques de roulement. Je connais assez bien les ventilateurs, assez populaires dans les analyses de roulement et dans les sujets de fiabilisation. En fait, ce sont des roulements, alors ça on le sait parce qu'on travaille avec beaucoup de fabricants de ventilateurs, ce sont des roulements qui en général sont très bien dimensionnés. Ils sont même, des fois même surdimensionnés. Pourquoi ? Parce que ce sont des roulements qui voient très peu de charge au final. Ils voient que le poids des composants et pas forcément d'efforts de transmission, ou s'ils voient des efforts de transmission, ce sont des efforts très faibles. Par contre, ce sont des roulements qui tournent très vite et par une facilité de construction mécanique, sont souvent des roulements lubrifiés à la graisse. Et en fait, ils sont des roulements qui sont souvent dans leur limite à la graisse. Donc en fait, la fiabilisation de ces applications-là est souvent due à la bonne qualité de la relubrification. Donc sans doute que dans ce cas-là, le client relubrifie pas assez souvent ses roulements. Et c'est un peu le cas que j'avais présenté, où on voyait mon roulement avec la graisse dégradée. Ça tourne souvent autour de ça. Donc là, typiquement, ça de toute façon, on reprendra contact avec le client, mais typiquement, c'est des cas où on va jouer sur d'autres paramètres que le dimensionnement du roulement. Les calculs de durée de roulement font intervenir le niveau de propreté. Donc il y a une norme ISO effectivement pour la propreté de l'huile, et pour la propreté de la graisse, c'est pareil, on a des abacs qui existent dans la norme. Par contre, on va dire c'est moins mathématique pour définir le niveau de propreté, alors que pour l'huile, on va se baser sur un comptage de particules. Sur la graisse, souvent c'est pollution typique, sévère, normale. Donc voilà, c'est moins mathématique, quoi. Mais dans la norme, qui d'ailleurs les abacs sont aussi ont été retranscrits dans les catalogues SKF, il y a la possibilité de calculer donc le niveau de propreté, donc qui s'appelle état C dans le calcul des roulements, en fonction de, donc on a 5 abacs en fonction du type de pollution, et pour savoir le niveau de propreté, il faut choisir donc son abac,
Et après, en fonction de la taille du roulement et de l'épaisseur du film d'huile, ça vous donne une valeur de propreté, quoi. Donc, toute la méthode est décrite dans le catalogue SKF. Et pareil, si vous avez besoin d'explications sur l'utilisation des méthodes de calcul, il faut prendre contact avec votre interlocuteur SKF habituel, quoi. Alors, effectivement, on a une gamme chez SKF. Alors, ça n'a rien à voir avec l'analyse de roulement, mais bon, c'est intéressant d'en discuter. On a une gamme SKF pour les applications haute température qui sont, des roulements sans graisse. Pourquoi ? Parce que ça repose essentiellement sur la cage, qui est une cage faite en graphite. Et c'est le frottement des rouleaux sur la cage qui va détacher de la particule graphite pour faire de la lubrification sèche des pistes. Alors pourquoi on utilise cette méthode-là ? Parce ce sont des roulements qui sont utilisables jusqu'à 350 degrés Celsius. Et en fait, il n'y a aucune graisse du commerce qui est capable de tenir ces températures-là. Donc on passe sur d'autres modes de lubrification, une lubrification solide et sèche. Et ce sont des applications, une gamme qui est très viable et qui donne de très bons résultats, avec forcément des limites d'utilisation qui sont décrites dans les documentations SKF. Donc c'est essentiellement la vitesse de rotation. C'est-à-dire que cette cage graphite, elle a une certaine fragilité, donc elle n'est pas capable de voir des vitesses aussi importantes que les roulements classiques, puisque la centrifugation des éléments roulants va avoir tendance à solliciter cette cage qui présente une certaine résistance. Donc toute la méthodologie, pareil, de sélection de ces types de roulements est expliquée dans la documentation SKF. Et le critère limitant, ça va être la vitesse de rotation. Et donc, les roulements haute température de cette gamme-là sont essentiellement dédiés à des applications où la vitesse est assez modeste. Typiquement, des convoyeurs dans des fours, des choses comme ça, quoi. Et on n'aura jamais la possibilité d'avoir des roulements qui tournent à des milliers de tours par minute à des températures très importantes. Faudra passer sur d'autres technologies de guidage en rotation. Pas forcément. Ça peut être changer la viscosité d'huile. Typiquement sur une ligne d'arbre lubrifiée à l'huile, on peut dire mettez une huile plus épaisse ou moins épaisse. Nous on vend pas d'huile, donc là c'est pas une solution SKF. Les types de graisses, donc nous on a une gamme de graisses, mais on a aussi des graisses du commerce de très bonne qualité qu'on peut recommander aussi. Donc oui, non, les améliorations sont pas forcément liées à des solutions SKF. Alors après, si c'est des solutions que nous on commercialise, on vous mettra les références chez nous. Si c'est changer de type de roulement, on vous mettra les références chez nous. Si c'est mettre en place des bacs d'étanchéité, on vous mettra les références. Mais après, libre au client d'utiliser ou pas les références. Après, c'est plus, on va dire, d'un point de vue relation technique. Nous, on essaie de bâtir des partenariats techniques. C'est-à-dire que si le client est content du conseil, en général, avec le produit disponible chez nous, il va le prendre chez nous. Et puis, ça permettra d'avancer après sur d'autres sujets, parce que si vous mettez à notre place, nous, c'est pas dans notre intérêt de vendre les produits des autres. Donc forcément, on sera peut-être moins enclin à répondre rapidement si on se rend compte que le client prend nos conseils et achète jamais chez nous, quoi. Donc voilà, c'est une relation intelligente à mettre en place pour vraiment créer un partenariat pour fiabiliser les choses, quoi. Mais ouais, en termes de solutions, il n'y a pas que des solutions produits, hein, il y a des solutions exploitation qui peuvent être mises en place, quoi. Et de ça, c'est l'aspect pollution typique, sévère, tout ça, quoi. Donc là, c'est moi en tant que calculateur de roulement, parce que je fais beaucoup de dimensionnement de roulement, j'ai tendance à prendre des conditions un peu sévères pour voir l'impact. Mais la quantification du niveau de pollution, c'est quelque chose qui dépend de l'environnement, des intervalles de relubrication beaucoup. Parce qu'on peut être dans un environnement pollué, typiquement un crible en carrière, mais il voit tellement de graisse fraîche que ça nettoie la poussière très régulièrement, quoi.
Donc ça, c'est à discuter avec vos interlocuteurs SKF et on va dire dans une première approche, peut-être le bon réflexe, c'est peut-être se mettre les conditions les plus sévères pour voir où on met les pieds. Mais ouais, effectivement, ça peut être affiné. Et puis pour se mettre dans les bonnes conditions, il n'y a pas de secret, hein, c'est mettre en place des bonnes étanchéités, quoi. Donc il est utopique de croire que dans un environnement très pollué, les joints intégrés, typiquement des roulements rigides à billes, là, les joints 2R et 1, suffisent à protéger le roulement correctement, quoi. Souvent, on va doubler ces protections d'étanchéité extérieure. Et nous, quand on donne des conseils sur l'étanchéité, dépendant de l'environnement, on peut conseiller de mettre 1, 2, 3, 4 bagues d'étanchéité en cascade pour vraiment fiabiliser les choses, quoi. Et ça, c'est plus sur notre expérience qu'on va donner ces infos-là, quoi. Mais pour le calcul, ouais, c'est un peu plus problématique de quantifier ça de façon fine, quoi. Ça dépend de quel type de roulement on parle. Si on parle d'un roulement lubrifié en usine, donc typiquement ce qu'on appelle les roulements étanches, leur durée de stockage va être liée au vieillissement de la graisse. Donc le conseil de base, c'est pas plus de 5 ans, mais dans certaines conditions, donc un local fermé, à l'abri de l'humidité, etc. Parce que au-delà, on va avoir le problème du vieillissement naturel de la graisse. Pour un roulement ouvert classique, on va dire la durée de stockage, elle peut être infinie. Néanmoins, il y a beaucoup de précautions à prendre. C'est que en fait, ces roulements-là sont imprégnés d'un produit anti-corrosion qui, avec le temps, va avoir tendance à s'évaporer, qui aussi, avec le temps, va avoir tendance à durcir. Donc, si jamais on sort un roulement de 20 ans de son stock, il est intéressant de l'inspecter pour enlever, si l'anticorrosion a durci, enlever cette pâte qui va créer de la particule solide. Il est intéressant aussi d'inspecter le roulement pour voir s'il n'y a pas des piqûres de corrosion qui sont installées. Mais si le roulement est bien conservé, on peut stocker très longtemps un roulement. Mais le conseil de base pour s'affranchir de toutes ces démarches de vérification de roulement, c'est de faire un mode de stockage first in first out, c'est-à-dire essayer d'utiliser les roulements les plus vieux et éviter de stocker des roulements trop longtemps, quoi. Alors là, c'est pareil, on a des alors je suis désolé, j'ai pas les chiffres en tête, mais on a des valeurs en nombre de particules admissibles. C'est peut-être une information qu'on pourra transmettre par mail à tous les participants. Donc en termes de pollution solide et aussi de quantité d'huile dans l'eau. Donc ouais, effectivement, il y a des valeurs typiques qui permettent de caractériser est-ce qu'on est dans le vert ou pas, quoi. Et c'est souvent ces valeurs-là qui sont utilisées par les laboratoires d'analyse d'huile pour caractériser on va dire la qualité de l'huile et si une vidange par exemple est nécessaire ou pas, quoi. Alors donc il y a beaucoup de produits. Alors je suis pas expert, mais là-dessus on a je crois des plaquettes commerciales qui montrent bien les gammes, ouais. On a toute une gamme d'outils pour l'analyse vibratoire de premier niveau.